Ron Novak était un jeune homme de 24 ans vivant seul dans une ferme isolée avec ses 3 chiens. Sa vie semblait calme et Ron était réellement heureux de la vie qu'il menait. Mais en 1983, il va commencer à dire qu'il se sentait observé. Il va même tomber dans la paranoïa et dire qu'il était convaincu que quelqu'un était rentré chez lui par effraction. Personne ne prendra vraiment les faits au sérieux jusqu'à ce qu'un beau jour, on le retrouve inanimé dans sa ferme. À partir de là, une grande enquête va s'ouvrir et pas mal de choses seront révélées au grand jour. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Ron Novak, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire non résolue mais qui est extrêmement mystérieuse. Avant de commencer, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Oli Energy. Oli est la marque de boissons énergisantes et de thé glacé parfaite si vous voulez prendre soin de vous, de votre santé et de la planète. Ce que je trouve également génial, c'est que pour sa gamme énergie, Oli utilise une caféine cristallisée qui a un effet à plus long terme et nous évite donc le petit coup de fatigue post-caféine. Oli, c'est donc des boissons énergisantes véganes, sans sucre avec des colorants et arômes naturels, mais aussi des thés glacés boostés en antioxydants. Mais à présent, Oli se lance dans une toute nouvelle gamme de boissons qui visent à une hydratation maximale. Ces nouvelles boissons isotoniques sont parfaites si vous faites du sport. Avec elles viennent également 3 nouveaux goûts: pamplemousse rose, kiwi fraise et pêche blanche. C'est bon et c'est beaucoup plus sain que des boissons sportives artificielles. C'est vraiment le moment de vous lancer car pour l'instant, à l'achat de ces nouveaux packs de lancement, la marque vous offre différents cadeaux comme des shakers thermiques ou même des t-shirts. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site en barre de description et profitez dès maintenant de 5 € de réduction sur votre première commande avec le code Phoenixia5 et avec le code Phoenixia, vous aurez également 10% de réduction sur toutes les autres commandes. Aussi, les boissons sont livrables partout dans le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le lien en barre de description, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Ronald Lee Novak est né le 11 novembre 1959 et a grandi aux États-Unis dans l'état de l'Iowa, dans la ville de Cedar Rapids. Il a passé son enfance entouré par ses parents Robert et Marguerite Novak, ainsi que de ses 7 frères et sœurs, et à savoir Ron était le plus jeune de la famille. En 1978, Ron a été diplômé de son école secondaire, la Jefferson High School, et quelques années après avoir obtenu son diplôme, Ron avait accumulé assez d'argent pour acheter une grande ferme dans la ville de Center Point, toujours dans l'Iowa, sur la rue Rolling Oaks Road. Je précise quand même qu'il n'était pas fermier, il vivait seulement dans une ferme, c'est tout. Mais clairement, c'était pour lui la vie qu'il avait toujours espéré mener. Il vivait avec 3 grands Golden Retrievers qui s'appelaient Ruth, Crystal et Candy, et mis à part ça, il vivait totalement seul. Je pense que c'était réellement quelqu'un qui aimait et même qui avait besoin de solitude. Pourtant, à l'époque, il avait quand même une petite amie, mais bon, les deux vivaient quand même séparés, ils se voyaient souvent, mais Ron préférait vivre seul dans sa ferme. Mais voilà, même s'il disait souvent se sentir en sécurité avec ses 3 chiens, et bien à partir de 1983, Ron a commencé à dire qu'il se sentait de plus en plus mal à l'aise dans sa ferme. En fait, il avait l'impression d'être surveillé. Ça a même petit à petit commencé à être une obsession pour lui et pas mal de personnes pensaient même que Ron était en train de devenir paranoïaque. Mais maintenant, plongeons-nous dans la soirée du vendredi 23 décembre 1983. Alors ce soir-là, vers 20 h, Ron a reçu un message sur son répondeur de la part de sa petite amie. Les deux avaient en fait prévu de se voir le jour même, mais malheureusement, lorsque sa petite amie était sortie de chez elle, elle avait essayé de démarrer sa voiture, mais ça n'avait pas marché à cause du froid.
C'est donc suite à ça qu'elle l'avait appelé pour lui annoncer que finalement, eh bien, elle ne pourrait pas venir chez lui parce qu'elle n'avait aucun moyen de s'y rendre. Mais donc, comme je vous l'ai dit, au moment où elle l'a appelé, eh bien, elle est tombée sur le répondeur de Ron et donc elle s'est dit qu'elle rappellerait plus tard, mais malgré tout, elle lui a laissé un message. Il faut également savoir que le même jour, le meilleur ami de Ron, qui s'appelle Dave Lever, devait lui aussi se rendre à sa ferme pour le voir. En fait, à la base, Ron avait prévu de passer la soirée avec sa petite amie et son meilleur ami, mais lui non plus, eh bien, n'a pas pu venir. En fait, la nuit était tellement froide que lui non plus n'a pas réussi à démarrer sa voiture et donc, à son tour, vers 21h, il a appelé Ron pour le prévenir de son absence. Mais là encore, Ron n'a pas répondu alors que c'était quand même 1 heure après l'appel de sa petite amie. On sait même que par la suite, Dale, donc le meilleur ami, a tenté d'appeler à plusieurs reprises Ron dans le but de quand même l'avoir au téléphone, voir si tout allait bien, mais jamais il n'a eu de réponse de sa part. En fait, directement, la situation a paru étrange parce que Ron ne partait jamais de chez lui pendant un long moment. Il était assez introverti et donc il passait toujours la majeure partie de son temps entre les murs de sa ferme. De plus, cette nuit-là, il faisait extrêmement froid et donc ça paraissait encore plus bizarre qu'il soit parti de chez lui à ce moment-là. Au final, dans la soirée, la petite amie de Ron et son meilleur ami Dale vont s'appeler pour partager ensemble leur inquiétude. Mais bon, évidemment, ils ont essayé de relativiser et ils se sont dit que Ron était grand et surtout il était débrouillard. Pour vous dire, son surnom était même Tarzan. Donc voilà, au final, ils ont fini par se dire qu'ils s'inquiétaient pour rien et que tout allait sans doute très bien à la ferme. Et puis, en plus d'avoir ces 3 chiens qui le protégeaient, il faut savoir que Ron faisait plus de 1,80 m pour à peu près 90 kg. Donc clairement, il n'était pas sans défense. Surtout que dans la ferme, eh bien, il possédait également 3 fusils pour se défendre au cas où. Mais à présent, passons à la journée du lendemain, donc le samedi 24 décembre, jour du réveillon de Noël. On sait alors que vers midi, John, qui était le frère de Ron, va se rendre à la ferme pour voir son frère. Il faisait encore très froid ce jour-là et donc une fois devant la ferme, John est vite sorti de sa voiture et il s'est réfugié dans l'enceinte du bâtiment. Il est donc entré dans le cellier qui était au rez-de-chaussée et qui se trouvait près de la porte arrière du bâtiment. Dans le cellier, il faisait également très froid, il n'était pas chauffé parce qu'il servait en fait de lieu de conservation pour la nourriture. Mais en tout cas, John va donc vite y entrer et une fois à l'intérieur, il va avoir une vision d'horreur. Le corps de son petit frère y était allongé et paraissait totalement frigorifié. Mais évidemment, ce n'est pas tout. Les mains de Ron étaient attachées derrière son dos, mais surtout, il avait de graves blessures à la tête. On pourra d'ailleurs rapidement comprendre ce qui lui était arrivé parce qu'à côté de son corps se trouvaient 2 marteaux et un club de golf. On peut donc imaginer que ce sont les armes qui ont servi à l'abattre. Mais comme si ça ne suffisait pas, on verra également qu'il avait reçu une balle dans le haut du bras droit avec une arme de poing de calibre 22. D'ailleurs, il y avait des éclaboussures de sang un petit peu partout dans la pièce. Aussi, chose importante à noter, c'est que à côté de Ron, son frère va retrouver le téléphone fixe de la maison, qui était en fait un téléphone sans fil. Mais ça, gardez-le en tête parce qu'on va y revenir un petit peu plus tard. Mais en tout cas, suite à cette découverte juste horrible, eh bien John, le frère de Ron, va appeler la police qui est arrivée directement sur les lieux. Les enquêteurs vont noter que les 3 Golden Retrievers de Ron étaient restés avec lui toute la nuit. Et au vu de leur comportement et des traces de sang sur leurs poils, eh bien on pouvait imaginer que, à tour de rôle, ils avaient enroulé le corps de Ron pour le protéger du froid. D'ailleurs, les enquêteurs vont penser dans un premier temps que Ron devait encore être en vie lorsque son agresseur est parti. Selon eux, quand Ron s'est retrouvé seul, il était blessé entre la vie et la mort. Et au vu du froid qu'il faisait dans la pièce, eh bien, il a dû rapidement décéder malgré l'aide de ses chiens. Le corps de Ron va d'ailleurs être emmené auprès d'un médecin légiste qui déterminera qu'il y avait 3 causes de décès différentes. Tout d'abord, il y avait la balle qui s'était prise dans le bras, et puis il avait les traumatismes crâniens qu'il avait subis, et finalement, eh bien, il y avait les températures glaciales de la pièce. Une enquête pour meurtre va bien évidemment s'ouvrir et les enquêteurs vont alors fouiller toute la ferme de Ron à la recherche de plus d'indices. Tout d'abord, les agents découvriront des empreintes de pas à l'extérieur de la ferme. Malheureusement, il était vraiment difficile de bien les identifier parce qu'il y avait énormément de neige et donc les empreintes étaient déjà en partie recouvertes. Mais bon, malgré tout, elles ont quand même réussi à donner aux enquêteurs quelques indices supplémentaires. En fait, grâce aux empreintes, on arrivera à savoir que l'agresseur était soit arrivé le vendredi tard le soir ou le samedi tôt le matin. De plus, on pouvait comprendre qu'il était venu en voiture.
Par contre, au fil de l'enquête et toujours grâce à ces empreintes de pas, on va commencer à se demander s'il n'y avait pas plusieurs agresseurs. En fait, les enquêteurs vont finalement retrouver des empreintes de pas de plusieurs personnes sur la propriété. En fait, il va y avoir une première série d'empreintes qui va mener directement jusqu'à la porte arrière de la ferme. Et puis, il y avait une seconde série d'empreintes qui montrait que quelqu'un semblait s'être caché derrière un des arbres sur la propriété. C'est à peu près tout ce qu'on saura déterminer grâce aux empreintes, mais tout de même, c'est quand même pas mal d'informations. Par la suite, la police a fait un relevé des empreintes digitales présentes dans la maison, mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé du tout. Sinon, en parallèle, des enquêteurs ont essayé d'aller interroger le voisinage pour essayer d'avoir un peu d'aide, mais là non plus, ça ne donnera rien. Personne n'avait rien vu ni entendu. Mais bon, malgré tout, même avec le peu d'indices qu'ils avaient, les enquêteurs vont tenter de faire un premier scénario. Selon eux, le vendredi soir, Ron avait loupé le coup de téléphone de sa petite amie et avait donc pris son téléphone fixe sans fil pour la rappeler. Mais c'est sans doute à ce moment-là qu'il s'est fait agresser vu que le téléphone a été retrouvé à côté de son corps. C'est vraiment possible qu'il se soit fait agresser à ce moment-là parce que après, comme je vous l'ai dit, il a plus répondu que ce soit à sa petite amie ou à son meilleur ami. La police a aussi découvert que la vitre de la porte de la cuisine avait été brisée, donc on pense que l'assassin serait entré par là pour s'introduire dans la ferme. Mis à part ça, les enquêteurs vont aussi rapidement voir que le portefeuille de Ron semblait avoir été volé. Selon son frère, Ron gardait toujours une centaine de dollars au cas où. Donc clairement avec ça, on peut se dire que son assassin a sans doute volé le portefeuille pour l'argent qu'il y avait dedans. Mais à partir de là, avec tous ces éléments, les enquêteurs se sont dit que le mobile le plus probable semblait être un vol qui aurait ensuite mal tourné. Il est aussi plus que probable que les agresseurs aient préparé leur coup depuis déjà un petit moment parce que, rappelez-vous, Ron disait depuis déjà longtemps qu'il se sentait observé à son domicile. Mais attendez, parce que grâce à de nouvelles découvertes, la police va avoir une autre théorie. Ils vont rester sur cette piste d'un vol qui aurait mal tourné. Par contre, ils vont dire que le vol n'aurait pas été fait au hasard. Peut-être que le ou les voleurs auraient cambriolé Ron dans le but de récupérer de l'argent qui lui ou leur devait. En fait, pendant la fouille, les enquêteurs vont retrouver une valise dans la chambre de Ron. À l'intérieur, ils vont alors y retrouver la somme de 32 000 dollars en espèces. Mais ils vont également retrouver un oreiller dans lequel se trouvait 7 650 dollars de marijuana. Après ça, on a clairement l'impression que Ron travaillait pour certaines choses illégales et que peut-être il n'avait pas remboursé l'une de ses dettes à l'un de ses fournisseurs de drogue. On se dit donc que si c'est le cas, la personne à qui il devait de l'argent aurait pu venir pour le voler, mais aussi pour le tabasser dans le but de lui faire peur. Par contre, il y a quand même une chose, la police se demandera pourquoi est-ce que la valise pleine de cash et pourquoi est-ce que l'oreiller plein de marijuana n'avait pas été cambriolé. En réfléchissant, ils vont alors se dire que peut-être le ou les voleurs n'avaient pas eu le temps de monter à l'étage jusqu'à la chambre de Ron. Peut-être qu'ils ont eu peur d'une voiture qui est passée par là ou même des aboiements des chiens et donc ça pourrait expliquer pourquoi est-ce que toute la maison ne semblait pas avoir été fouillée. Mais il y a aussi une deuxième théorie. La mort de Ron pourrait être due à un règlement de compte entre deux gangs ou deux dealers de marijuana. Peut-être que l'agresseur ici était un autre dealer, que son but n'était pas de voler Ron, mais plutôt de lui faire comprendre assez violemment qu'il devait arrêter son business parce qu'il lui volait ses clients. Le capitaine Dennis Fisher du bureau du shérif du comté de Lynn s'est d'ailleurs exprimé dans un journal et dira: « Au début, nous pensions que le mobile était probablement un vol. Mais ensuite, quand nous avons trouvé la drogue et que nous l'avons retrouvé laissé au grand jour comme ça, nous n'en étions plus sûrs. » D'ailleurs, pour parler de la médiatisation de ce cas, il faut savoir que Dale Lever, donc le meilleur ami de Ron, n'a pas du tout été prévenu par les autorités de la mort de son meilleur ami. En fait, il l'a appris le soir du 24 alors qu'il regardait les informations locales à la télé. Je pense qu'on peut à peine imaginer à quel point Dale a été choqué et dévasté à ce moment-là. Surtout que vraiment, Dale a dit à plusieurs reprises qu'il voyait Ron vraiment comme son frère. Les deux étaient vraiment inséparables et ils avaient un très très grand lien.
lien. Mais en tout cas, par la suite, Dale a été interrogé par la police et il dira que Ron vendait effectivement de la marijuana, mais qu'il ne savait pas vraiment les détails ni la quantité qu'il vendait. Il dira par contre que même si Ron avait 3 petits boulots différents, eh bien sa principale source de revenus était le trafic de drogue. Mais Dale va quand même donner plus d'informations encore à la police sur la vie de Ron. Il expliquera que Ron avait toujours adoré vivre dans sa ferme, mais que depuis 6 mois environ, eh bien, il se sentait observé. Il dira même qu'un jour, Ron avait remarqué un véhicule garé devant sa ferme et que ce véhicule était resté là toute la nuit, ce qui était extrêmement bizarre parce que vraiment il était au milieu de nulle part. Donc ça c'était quand même déjà un premier élément qui l'avait pas mal perturbé. Mais c'est pas tout parce que Ron avait récemment confié à Dale que quelqu'un était entré par effraction dans sa ferme mais que par contre il n'avait rien volé. Ça aussi ça l'avait pas mal perturbé et même ça lui avait fait vraiment peur. D'ailleurs après ça, eh bien Ron était devenu encore plus paranoïaque à l'idée d'être surveillé. D'ailleurs il arrêtait pas de dire qu'il avait vraiment peur que quelqu'un puisse tenter de s'introduire par effraction dans sa maison. La police a alors commencé à enquêter sur les amis et associés de Ron. Ils ont donc dressé une liste des suspects potentiels, même si, je le précise, eh bien les autorités n'avaient pas vraiment assez de preuves pour arrêter qui que ce soit. Mais bon, c'est quand même important de préciser que sur cette liste des suspects va y figurer le nom de Don Novak, qui était en fait un des frères de Ron. Je précise qu'ils s'appellent tous à peu près de la même manière, donc on a Ron, la victime, son frère John, qui est celui qui a découvert son corps, et ici on a Don, qui est donc celui sur la liste des suspects. Mais donc Don, s'il a été mis sur cette liste de suspects, c'est parce qu'il était en fait un ancien détenu. Mais il s'est quand même défendu devant les enquêteurs et a été catégorique sur le fait qu'il n'avait pas été impliqué dans le meurtre de son frère. Et d'ailleurs, selon les autorités, eh bien Don semblait être convaincant. Et puis Don va à son tour donner sa propre théorie et il dira que selon lui, son frère avait été assassiné par un autre dealer dans le but d'éliminer la concurrence. Don dira d'ailleurs qu'au moment de sa mort, eh bien Ron était l'un des plus grands marchands de marijuana du comté. C'était une très bonne théorie, mais malheureusement après ça, eh bien les enquêteurs n'ont pas réussi à trouver de preuves supplémentaires. Mais bon, malgré tout, ils continuaient à avoir de gros doutes que tout ça soit effectivement lié au commerce de drogue, mais ils n'avaient rien de plus pour le prouver. Mais donc voilà, petit à petit, comme les enquêteurs n'ont pas trouvé de nouvelles sources pour relancer l'enquête, eh bien elle s'est vraiment essoufflée. Si vous vous demandez, après la mort de Ron, 2 de ses chiens, Ruff et Candy, ont été adoptés par sa sœur, et la troisième, qui s'appelait Crystal, a elle été adoptée par John, qui était donc le frère de Ron qui avait découvert son corps. À l'occasion des 10 ans de la mort de Ron, eh bien Dale, son meilleur ami, a de nouveau été interrogé par des journalistes et il dira: cela m'a toujours profondément dérangé de ne pas y être allé ce soir-là. Mais si j'avais été là, aurais-je pu empêcher le meurtre ou aurais-je été allongé là avec Ron? Clairement, même si le temps est passé, eh bien tes questions restent toujours en suspens. Et ça, évidemment, eh bien ça empêche la famille de Ron, mais aussi ses proches, de faire totalement leur deuil. La sœur de Ron, qui s'appelle Mary Novak Whitehead, dira d'ailleurs plus tard dans une interview qu'elle savait que son frère n'était pas considéré comme une victime sympathique. En fait, selon la famille de Ron, eh bien, la police aurait été plus laxiste au moment où elle aurait compris que Ron était impliqué dans le deal de drogue. Comme si à partir de là, la police s'était plus vraiment donnée à fond pour résoudre cette enquête parce que tout ça était très stigmatisé. Des années plus tard, eh bien, le meurtre de Ron n'a donc toujours pas été résolu. Dans une interview, Mary, donc sa sœur, dira également: « Nous n'avons aucune idée de ce qui a été envisagé ni de qui. Nous entendons des rumeurs de temps en temps, mais rien ne nous rassure. » Elle révélera également qu'elle avait des contacts dans la division criminelle de la police et qu'elle avait appris qu'à l'époque du meurtre de son frère, une personne qui possédait une arme avait été arrêtée et suspecté du meurtre. Mais voilà, sans qu'on sache pourquoi, eh bien à l'époque, la police avait pris la décision de relâcher cet homme alors que clairement il était le parfait suspect. Une autre des sœurs de Ron, qui s'appelle Patty Novak, prendra elle aussi la parole et elle dira que, selon elle, le mobile du crime n'avait pas vraiment fait l'objet d'une enquête appropriée et que la police était très vite partie du principe que tout ça devait être dû au trafic de drogue. Patty écrira d'ailleurs: « Un meurtre est un meurtre, quelle que soit la victime. Ron avait une mère, des frères et sœurs, des nièces, des neveux et des amis. Et nous avons tous été affectés d'une manière qui a changé notre vie en raison de son meurtre et de l'apparente inaction du système judiciaire.
Dale, qui était donc le meilleur ami de Ron, dira de son côté: « Quand je pense au meurtre, tout ce que je vois, c'est l'obscurité. Les faits sont flous, les indices sont rares et je ne sais plus à qui faire confiance. » Heureusement, il reste toujours de l'espoir que le meurtre de Ron soit un jour résolu. Il faut savoir qu'au cours de ces dernières années, plusieurs meurtres vieux de plusieurs décennies ont été résolus dans l'Iowa, soit grâce à l'ADN, soit grâce aux aveux du tueur à la police. Pour ce qui est du cas de Ron, eh bien la police a déclaré qu'à l'époque, du sang qui ne lui appartenait pas avait été retrouvé sur ses vêtements. Le sang avait donc ensuite été analysé par les laboratoires de police qui ont ensuite pu créer un profil ADN. Donc là c'est assez dingue parce que ça veut dire qu'on a sans doute le profil ADN de l'assassin de Ron. Malheureusement, eh bien, ce profil ADN a été comparé au profil ADN qu'il y a déjà dans la base de données des enquêteurs et il ne correspond à aucun autre. Par contre, et ça c'est quand même positif, le profil ADN a pu être comparé à tous ceux de la famille de Ron et donc on a pu les écarter formellement de la liste des suspects. Donc aujourd'hui, la police cherche toujours à faire correspondre cet ADN à quelqu'un et vraiment, j'ai espoir qu'un jour ça fonctionne. En tout cas voilà, c'est comme ça que se termine cette triste histoire, cette histoire très mystérieuse. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire toutes vos théories, ça m'intéresse énormément. Aussi, n'oubliez pas de vous rendre en barre de description pour aller faire un tour sur le site d'Holly Energy. Et voilà, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Mettez des petits pouces en l'air et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!